Bon, ben, bonjour à tous et à toutes. On va commencer cette session. Échantillonnage 1, sous-titré théorique, et même qualifié de mélange en l'honneur de Jean-Claude Deville. Donc, on aura quatre présentations. Donc, je vais passer tout de suite la parole à... Alors, bienvenue également à ceux qui nous écoutent à distance. Ils savent qu'ils peuvent poser des questions par le chat écrit. Et les questions seront posées à la fin des quatre communications, les questions à la salle, et éventuellement, je reprendrai des questions qui auront été transmises par écrit. Donc, premier orateur, Nicolas Pagliot, donc de la DMCSI, qui va nous parler de la disjonction des échantillons des enquêtes auprès des ménages, de la théorie à la pratique. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la disjonction des échantillons des enquêtes auprès des ménages. Qu'est-ce que c'est la disjonction d'échantillons? C'est juste en fait... Ah. Hop. Ok. Du coup, ça devrait être mieux normalement maintenant. Ok. Du coup, oui, donc je vais vous parler de la disjonction des échantillons. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de ne pas rééchantillonner dans une enquête quelqu'un qui a déjà été tiré par le passé. Donc, c'est un concept tout simple. Et je vais commencer par présenter l'intérêt de ne pas réinterroger des personnes, des ménages d'une enquête à une autre. Ensuite, je parlerai un petit peu des tirages d'échantillons à l'INSEE de manière très simple, avant de parler plus exactement de ce qu'est la disjonction d'échantillons et puis de ce qu'on fait en pratique, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire pour disjoindre les échantillons, car tout n'est pas possible, tout ne fonctionne pas. Et puis, je ferai un bref récapitulatif de ce qui aura été dit. Donc, déjà, quel intérêt a-t-on à ne pas réinterroger une unité d'une enquête à une autre? Tout simplement, on en a deux. Alors, le premier, c'est qu'il s'agit de limiter la charge d'enquête pour les enquêtés. C'est un point qu'on voit dans le guide des bonnes pratiques, dans le code des bonnes pratiques de la statistique européenne, où est explicitement écrit que la charge de réponse est répartie aussi largement que possible entre les populations sondées et contrôlées par l'autorité statistique. C'est une demande d'Eurostat de ne pas interroger toujours les mêmes personnes. Donc, sur le site internet du comité du label, donc pour le coup une instance française, on voit que le comité du label évalue la charge qu'implique l'enquête pour les personnes physiques ou morales qui en font l'objet. On ne doute pas un instant que si on réinterrogeait, même si là ça parle d'une seule enquête, on ne doute pas un instant que si on réinterrogeait toujours les mêmes personnes d'une enquête à une autre, ça poserait des problèmes au comité du label. Donc, tout simplement, on a une volonté institutionnelle de limiter la charge d'enquête auprès des enquêtés. Et puis, d'un point de vue plus égoïste, on se dit que les enquêtes de l'INSEE, elles sont quand même un peu longues. Parfois, sur certaines populations d'intérêt, elles vont durer plusieurs heures. Je pense à l'enquête Histoire de vie et patrimoine. Quand les gens ont beaucoup de patrimoine, ils vont être interrogés sur tous leurs actifs. Et donc, on va avoir une lassitude des enquêtés. On va avoir aussi certaines enquêtes où, quand on a la chance d'être tiré une fois, en réalité, on est interrogé 6 fois. L'enquête emploi, par exemple. Et donc, du coup, assez vite, on se dit que si on tire les mêmes individus d'une enquête à une autre, les mêmes ménages d'une enquête à une autre, ils finiront par ne plus répondre. Et donc, d'un point de vue égoïste, on a envie de limiter le recouvrement entre les échantillons pour être sûr d'avoir des taux de réponse qui ne sont pas impactés par cette lassitude des enquêtés. Donc, une fois qu'on a parlé un petit peu de l'intérêt de ne pas tirer toujours les mêmes unités, je vais parler un petit peu du tirage d'échantillons à l'INSEE. Le cadre de cette présentation va être concentré sur les tirages dans les sources fiscales. On a diverses sources qui dépendent en particulier de la diffusion géographique qu'on souhaite avoir. Mais du coup, là, je vais vraiment parler des tirages dans les sources fiscales.
qui présente un intérêt qui est de pouvoir interroger soit des logements, soit des individus. Et les tirages des enquêtes de l'INSEE, c'est des tirages qui sont stratifiés. Des échantillons des enquêtes ménages de l'INSEE, c'est des tirages qui sont stratifiés. Donc, c'est-à-dire qu'on va découper la population avec une partition et surreprésenter ou sous-représenter certaines parties de la population en fonction des besoins de l'enquête. Dans tout ça, de manière assez orthogonale, on va être aussi dans des tirages dans des enquêtes qui vont utiliser des modes de collecte différents, avec un mode de collecte particulier qui est le face-à-face, et des modes de collecte que je vais tous mettre dans le même panier, que sont que le téléphone, Internet et le papier. Alors pourquoi je sépare le face-à-face du reste? Tout simplement parce que les enquêtes en face-à-face, on va avoir besoin de se restreindre à des zones de collecte pour que les enquêteurs puissent limiter leurs déplacements, puissent ne pas avoir à couvrir l'ensemble du territoire. Et donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage en 2 temps, un tirage à 2 degrés. On va d'abord tirer un échantillon d'unités primaires, et puis ensuite, les logements et les individus seront tirés dans ces unités primaires ou zones de collecte. Et donc, on a vraiment ce tirage en 2 temps où on va concentrer la collecte. Et donc, concrètement, si on regarde un peu ce qui est fait dans l'échantillon d'unités primaires usuellement utilisé pour les enquêtes de l'INSEE, donc là, il est en rouge, et donc du coup, on voit qu'on a tiré des zones de collecte qui vont permettre de restreindre finalement les unités qui seront tirées à une zone géographique circonscrite. Du coup, la logique, c'est vraiment d'aller tirer ces logements individus pour les enquêtes en face-à-face dans ces zones. Et on n'a pas besoin de faire ça pour les enquêtes qui ne nécessitent pas de face-à-face, puisque, de fait, on n'a pas besoin de restreindre la couverture du territoire. Donc, une fois qu'on a posé un peu ce cadre pratique, on va dire, la question, on va revenir un peu à la disjonction de l'échantillon. La disjonction d'échantillon, comme je le disais en propos introductif, c'est vraiment tout bête, c'est de se dire, je veux tirer des logements, j'ai une base de sondage de logements, je vais supprimer de ma base tous les logements qui ont été tirés dans le passé. Et puis, si j'ai une base de sondage d'individus, je vais supprimer tous les individus tirés dans le passé. Et en fait, je vais obtenir derrière une base de tirage, c'est-à-dire une base de sondage qui va être privée des unités dans le passé. C'est cette base de tirage que je vais solliciter pour le tirage. Donc, quand on dit ça, on se dit qu'il y a quand même, ça ne va pas marcher de manière si immédiate que ça. Et donc, ça va d'autant moins marcher qu'en fait, ce qu'on va souhaiter faire, quand on va tirer dans une strate S, donc dans un sous-ensemble de la population, en fait, on aimerait bien faire comme si on occultait finalement le fait qu'on s'était restreint à une base de tirage, donc à une base de sondage privée des unités tirées dans le passé. On aimerait bien faire comme si on occultait tout ça. Et donc, on va calculer le poids comme si on avait fait le tirage dans la base de tirage, c'est-à-dire que pour un tirage à 1 degré, on va prendre la taille de la strate dans la base de sondage qu'on va diviser par la taille de l'échantillon dans la strate. Et puis, pour le tirage à 2 degrés, on va prendre le poids de l'unité primaire qu'on va multiplier par la taille de la strate croisée à l'unité primaire, divisé par la taille de la strate, la taille de l'échantillon dans la strate croisée à l'unité primaire. Donc, on va faire comme si on était dans la base de sondage. Et ça ne va pas fonctionner de manière automatique et ça nécessite des hypothèses. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que finalement, tout ça, ça reste juste de la post-stratification. Et en fait, la question qu'on se pose immédiatement, c'est une fois qu'on fait ça, on a des pondérations, on a des unités tirées, est-ce qu'on est sans biais? Alors, de ce point de vue-là, je n'ai pas de réponse absolue à donner. Je donnerai une réponse empirique à la fin de la présentation. Je n'ai pas de réponse absolue à donner de ce point de vue-là, dans le sens où j'ai essayé de mener les démonstrations théoriques et que je me suis un peu cassé les dents dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue pratique, ça fonctionne. Donc, on suppose que si on n'est pas sans biais, on est quasiment sans biais. Et donc, il y a par contre 3 hypothèses qui sont des hypothèses clés pour que ça fonctionne. La première, c'est que au sein d'une unité primaire donnée, quand on fait un tirage à 2 degrés, au sein d'une unité primaire donnée, toutes les unités doivent avoir la même probabilité d'avoir été tirées dans le passé lorsque je mobilise un échantillon d'unité primaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour post-stratifier, finalement, c'est assez intuitif. Si jamais j'ai des unités qui avaient plus de chances d'être tirées dans le passé que d'autres, du coup, le fait de post-stratifier et d'estimer que tout le monde a le même poids à la fin, ça ne va pas fonctionner. Ensuite,
quand on sort des unités primaires, lorsqu'on se pose dans un tirage à 1 degré, on se dit, finalement, quelle que soit l'unité primaire que je regarde, quelle que soit l'unité primaire que je regarde, du coup, toutes les unités doivent avoir la même probabilité d'avoir été tirées. Et ça ne fonctionne pas vraiment lorsque les tirages d'unités primaires lorsqu'on raisonne conditionnellement au tirage d'unités primaires. Mais du coup, on doit faire en sorte que lorsqu'on ne raisonne plus conditionnellement au tirage d'unités primaires, c'est-à-dire qu'on estime que c'est des tirages qui eux-mêmes sont aléatoires, ces zones de collecte, du coup, toutes les unités doivent avoir la même probabilité d'avoir été tirées dans le passé, quelle que soit leur unité primaire. Et donc, en pratique, on voit qu'il y a vraiment deux contraintes. Une première contrainte qui est pour les tirages à 2 degrés et une deuxième contrainte qui est pour les tirages à 1 degré. En pratique, cette première contrainte, on va la régionaliser, c'est-à-dire que nous, ça nous arrange, sur nos cas pratiques à l'INSEE, de satisfaire cette deuxième contrainte uniquement par région et non sur tout le territoire, parce que certaines régions sont mobilisées pour des tirages quand d'autres ne le sont pas. Donc, tout ça, c'est finalement, ça vient résumer ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a des conditions qui sont que toutes les unités d'une région doivent avoir la même probabilité, lorsqu'on fait un tirage, qui soit à 1 ou 2 degrés, lorsqu'on fait un tirage, du coup, dans les cas 1 degré, il faut que toutes les unités d'une région aient la même probabilité d'être tirées. Et quand on fait un tirage à 2 degrés, il faut que toutes les unités d'une unité primaire aient la même probabilité d'être tirées. Et que lorsqu'on regarde ce qui se passe sur tout le territoire, toutes les unités d'une même région aient la même probabilité d'être tirées, quel que soit l'échantillon d'unité primaire qui a été sélectionné. Et donc, ça, c'est complètement faux dans la pratique des tirages, puisque on a des limitations de champ qui font que dans une enquête, on va avoir certaines unités qui sont dans le champ et pas dans d'autres. On a certaines surreprésentations qui font qu'on va s'intéresser plus à une population qu'à une autre dans une enquête. Et donc, de fait, nos plans de sondage ne permettent pas de satisfaire ces hypothèses. Donc, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on va tirer des échantillons complémentaires. Quand je fais donc là, j'ai une base de sondage, donc vierge de tout tirage. Et premier tirage que je vais faire un tirage à 1 degré, donc j'ai 4 strates et des unités qui sont hors champ. Et donc, du coup, j'ai plus ou moins surreprésenté certaines strates avec un taux de sondage maximum dans la strate 1, avec des tirages à probabilité égale au sein de chaque strate. Et puis, je tire bien sûr aucune unité dans la strate hors champ. Pour satisfaire nos hypothèses, pour satisfaire le fait que la base de tirage, finalement, est la même structure que la base de sondage, il va tout simplement falloir tirer un échantillon complémentaire en vert qui va venir tirer des unités dans chaque strate, les moins sollicitées, et surtout des unités hors champ. Et donc, ça, il s'agit de rééquilibrer chaque base au sein dans chaque région notre base de tirage, de façon à avoir pour nos futurs tirages une base de tirage qui est non grisée et qui va être encore disponible pour les tirages de futurs échantillons. Donc ça, c'est très pratique parce qu'en fait, une fois qu'on a fait ça, on garantit en fait que dans la base de tirage, il ne reste aucune unité qui a été échantillonnée pour des échantillons précédents. Alors, l'inconvénient, c'est que du coup, quand on a des surreprésentations qui sont fortes, la partie grisée va devenir plus importante et donc, du coup, on va vider notre base de tirage. Elle va être moins importante. Donc, ça a ses avantages et ses contraintes. Donc, en pratique, ça, c'est bien beau, ça, c'est pour l'aspect un peu théorique. Là, en pratique, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? En pratique, pour les tirages d'individus, on va enlever des bases de la base de tirage. Quand on va constituer la base de tirage, on va enlever tous les échantillons d'individus tirés par le passé et on va enlever les individus qui vivent dans des logements tirés dans le passé, donc qui y vivent actuellement. Ça veut dire que ce n'est pas forcément ceux qui ont été interrogés lorsqu'on a tiré des logements, lorsqu'on a fait une enquête dans un logement. Enfin, si les personnes ont déménagé entre-temps, c'est bien les nouveaux occupants du logement qu'on va supprimer de la base de tirage d'individus. Et quand on constitue une base de tirage pour un tirage de logement, on va supprimer tous les échantillons de logements tirés dans le passé. Donc, on voit déjà, et je reviendrai juste après dessus, mais on voit déjà qu'il y a une asymétrie sur ce qu'on fait entre les logements et les individus. C'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer des logements dans lesquels des individus ont été tirés dans le passé, on ne va pas les supprimer de la base de tirage de logement.
Ce qui fait qu'en fait, il peut y avoir des réinterrogations d'une enquête à une autre. Contrairement à ce que je disais au début, la disjonction, on est censé ne pas interroger des personnes pour 2 enquêtes, mais ça peut arriver. Alors, l'essentiel des cas de réinterrogation, ça va être des cas de déménagement, de ménage ou d'individus. Alors, les cas de déménagement, je ne vais pas rentrer trop dans ce détail parce que c'est plutôt un sujet que j'ai abordé dans une présentation sur la disjonction dans le colloque francophone sur les sondages. Mais en tout cas, on va dire que on a vu déjà que les individus qu'on retire dans un tirage d'individus lorsque des logements ont été tirés, ce sont bien les nouveaux occupants parce que finalement, c'est ça qui va permettre de satisfaire les critères qui nous intéressent en termes de probabilité. Ensuite, on peut réinterroger des gens tout simplement parce qu'on est sur des sources administratives et qu'il peut y avoir des appariements qui sont imparfaits entre du millésime d'une même source. Ça peut arriver, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Et puis, enfin, cas le plus fréquent, je pense, c'est qu'on a des individus qui peuvent, enfin, lorsqu'on fait un tirage d'individus, ensuite, pour le tirage ultérieur, si on tire ensuite si on fait un tirage de logement, on ne va pas retirer les logements des individus qui ont été tirés dans le passé. Pourquoi? Tout simplement parce que si on faisait ça, les logements qui ont beaucoup de personnes auraient beaucoup plus de chances d'être supprimés de la base de tirage. Et donc, de fait, on ne respecte plus le fait que toutes les unités qui restent dans la base de tirage ont toute la même probabilité d'y être. Et donc, ça, c'est un point qui est développé dans un INSEE méthode à apparaître sur le renouvellement de l'échantillon maître, où le dernier chapitre traite justement de ce problème-là. Et donc, du coup, j'avais oublié que j'avais cette slide, et c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, en chiffres, pour donner un peu de concret à tout ça, en chiffres, c'est quand même pas du tout négligeable, quand on parle de disjonction, quand on prend l'ensemble des logements de la base de sondage des sources fiscales, donc environ 40 millions, on va supprimer 2,2 millions de logements à peu près lorsqu'on construit notre base de tirage, donc à peu près 5,5% de la base de sondage. Lorsqu'on est sur un tirage d'individus, on va supprimer 6,2 millions d'individus pour les tirages d'individus, et donc c'est 9,1% de la base de sondage. C'est énorme comme chiffre, et donc la première chose, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est sans biais? Et ça, c'est essentiel de se poser cette question, parce que si on n'est pas sans biais, on sent bien que vu les volumes concernés, on peut faire des erreurs d'estimation assez énormes. Donc, sur le plan théorique, alors l'article n'est pas fini encore sur ce sujet, sur l'article qui sera mis sur le site des JMS, mais en tout cas, sur le plan théorique, les démonstrations en fait, vont donner des intuitions sur ce qui fonctionne à peu près et pourquoi est-ce que globalement ça va marcher. Mais les démonstrations, et ça va donner des démonstrations dans des cas simples, mais les démonstrations dans le cas général ne seront pas présentes dans l'article. Et donc, du coup, il y a la nécessité de mettre la pratique à l'épreuve des faits. Et donc, on va regarder la base de sondage et on va faire des comptages sur la base de sondage et puis on va faire des comptages sur la base de tirage pour voir si elles ont bien la même structure. Donc, pour ce faire, on va post-stratifier la base de tirage sur la base de sondage, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire exactement ce qu'on fait au niveau de l'échantillon, mais on va le faire au niveau pour les tirages, mais on va le faire au niveau de la base de tirage. Et en fait, ce faisant, il y a une équivalence stricte en fait entre faire ça sur la base de tirage et faire ça sur l'échantillon. Donc, on va attribuer un poids à chaque unité de la base de tirage, qui va être la taille de la base de sondage dans la région divisé par la taille de la base de tirage dans la région pour les tirages à 1 degré. Et pour les tirages à 2 degrés, on va prendre le poids de l'unité primaire et on va le multiplier, pareil, par le ratio de la taille de la base de sondage et de la base de tirage dans l'unité primaire. Et on va regarder ce que ça donne sur les tirages de logements à 2 degrés, sur les tirages d'individus à 1 degré. Donc, sur les bases de tirage de logements à 2 degrés, quand on compare les vrais totaux de la base de sondage et les totaux de la base de tirage ainsi post-stratifiés, on voit qu'on a vraiment quasiment les mêmes totaux en fait, pour les différentes variables qu'on regarde. On va avoir quasiment les mêmes totaux dans la base de sondage et estimés dans la base de sondage et estimés dans la base de tirage, puisque là, du coup, on est sur une estimation dans la base de sondage, puisqu'on regarde un échantillon d'unités primaires données.
Et on voit qu'on a quasiment les mêmes totaux. On est sur certaines variables à 4000 unités près, mais 4000 unités près, on est sur du millième en termes de différence avec la base de sondage. Donc, du coup, on est quand même assez rassuré sur ce qu'on fait. Et puis, sur les tirages à 1 degré pour les tirages d'individus, de nouveau, on a cette proximité entre la base de sondage, et qui est cette fois-ci un total strict, et puis l'estimation sur la base de tirage. Donc un total exact pour la base de sondage et un total estimé pour la base de tirage. Et du coup, on voit qu'on a une estimation dans la base de tirage qui est extrêmement proche. Le nombre de femmes est légèrement différent, mais pareil, on est de l'ordre du millième de différence avec la base de sondage. Et donc, du coup, ça nous rassure une nouvelle fois sur ce qu'on fait. Donc, pour conclure, la méthode de disjonction va reposer sur 2 hypothèses clés, qui est que pour des tirages à 1 degré, toutes les unités, qu'elles soient dans le champ ou hors champ, dans l'enquête, vont avoir la même probabilité d'être tirées. Et pour les tirages à 2 degrés, on va devoir utiliser des allocations qu'on appelle autopondérées, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir le bon goût de garantir que s'il y avait eu un autre tirage d'unité primaire, du coup, en considérant les tirages d'unité primaire comme aléatoires, elles vont avoir le bon goût de garantir que les probabilités d'une unité d'être tirée va être la même, quelle que soit son unité primaire pour une région donnée. Et du coup, en supposant cette hypothèse-là et en l'appliquant pour chaque tirage, même en déjoignant 10% de la base de sondage, dans le cas des tirages individuels, on se rend compte que la qualité de la base utilisée pour le tirage reste tout à fait satisfaisante, ce qui, au vu du volume utilisé, même s'il n'y a pas de démonstration théorique sur le sujet, finalement la performance du système. Même si on n'a pas fait de démonstration théorique sur ce sujet, malgré tout, si avec 10% de la base de la base de sondage qui est supprimée pour faire les tirages, on aurait un problème clairement de biais si cette technique n'était pas valable. Je vous remercie de votre attention. Merci, Nicolas. Donc, la communication suivante est proposée par Martin Chevalier et Laurent Costa. C'est Laurent qui va officier. Donc, sur le thème de l'évaluation par simulation des performances du plan de sondage du recensement à Mayotte. Merci. Bonjour à tous. Je tiens à dire tout d'abord que tout ça, c'est issu d'un travail commun qui était au sein d'un groupe de travail qui a mobilisé des agents de la DSDS, de la division sondage et évidemment du service régional à Mayotte. Donc, pour le contexte de la présentation, donc la volonté de lancer les enquêtes annuelles de recensement, les EAR à Mayotte, où le dernier recensement général de la population a eu lieu en 2017. Donc, c'était un recensement exhaustif, donc surtout l'île. Donc, dans le but de lancer la première EAR à Mayotte en 2021, donc l'année dernière. D'ailleurs, Mayotte a bénéficié du seul recensement l'an dernier, dans le contexte sanitaire qu'on connaît. Et dans l'idée de publier donc, la première population légale le 1er janvier 2026, mi-mai 2023 dans le recensement, donc on a 3 ans de retard par rapport à quand on publie. Donc, parce qu'on constitue en fait les chiffres de population à partir d'un cycle RP total, donc c'est à partir de 5 enquêtes annuelles de recensement. Donc Mayotte, l'île, elle est constituée de 17 communes, donc on a 10 grandes communes, donc les grandes communes, c'est les communes de plus de 10 000 habitants, et 7 petites communes, les communes de moins de 10 000 habitants. Donc, toute cette présentation, elle va se porter uniquement sur les grandes communes, parce que c'est, si vous avez suivi la session précédente d'ailleurs, mais bon, je vais le rappeler, les grandes communes, en fait, pour le recensement, elles sont issues d'un sondage, donc c'est là-dessus qu'on va s'intéresser, alors que les petites communes, elles sont recensées exhaustivement, donc il n'y a pas de méthode de sondage pour le coup. Donc, tout d'abord, je vais parler du recensement dans les DOM, ce qui est fait classiquement là-bas, et la volonté de le mettre en place donc, à Mayotte et son application directe. Donc, dans les DOM, chaque grande commune, elle est découpée en zones géographiques qu'on appelle des îlots. Et ces îlots, en fait, ils sont répartis dans 5 groupes de rotation. Donc, l'idée des 5, justement, enquêtes annuelles de recensement, on va y revenir. Et ces îlots, en fait, ils sont répartis dans ces groupes de rotation pour être en étant le plus équilibré possible sur des variables sociodémographiques. Et chaque année, on a une enquête cartographique qui va être réalisée, qui va être exhaustive sur tous les îlots qui appartiennent au groupe de rotation de l'année qui va être enquêté. Et cette enquête exhaustive nous permet en fait de réaliser une base de sondage, une base d'adresses dans laquelle on va pouvoir réaliser un tirage
à partir de celle-ci, de façon à constituer donc un échantillon qui représente 40% des logements du groupe de rotation de l'année N. Et enfin, au moment de la collecte, donc les adresses qui ont été tirées sont enquêtées. Le contexte à Mayotte pour cette méthode à mettre en place et qui a été directement impacté, dont l'impact était fort directement pour mettre en place cette méthode, ça a été l'importance de l'habitat de fortune à Mayotte. Au dernier recensement, on a évalué ça à 40% des logements. Et on sait que cet habitat est très difficilement identifiable sur le terrain, dans le sens où rien ne garantit que les logements qui sont tirés et qui vont vouloir être recensés sont bel et bien ceux qui vont être enquêtés au moment de l'enquête. Du fait que l'évolution aussi est très rapide dans cet habitat-là et dans ces zones-là, en fait, elles sont plutôt regroupées dans des zones qu'on peut qualifier de bidonvilles, le terme exact là-bas, c'est Banga, où l'évolution va être très forte. Et donc, le décalage de quelques mois entre l'enquête de Carto, qui nous permet de constituer la base de sondage, et la collecte du recensement, fait que les logements ont très vite évolué et donc ce ne sont pas ceux qui ont été tirés quelques mois auparavant. Et donc, c'est cette étude-là qui va être réalisée, donc ce défaut de couverture-là de la base de sondage, dans le but d'adapter la méthode en conséquence. Donc, pour ça, on bénéficiait des données du recensement 2017, donc, qui était une base de données en fait exhaustive et qu'on qualifie de raisonnablement fraîche au moment de l'étude. Et on bénéficiait aussi d'une enquête cartographique qui a précédé ce recensement-là, ce qui fait qu'en fait, c'était totalement adapté à la méthode qu'on voulait mettre en place, parce que ça ressemblait complètement. On avait une base de sondage qui avait été faite quelques mois auparavant et une enquête qui avait été faite sur le terrain. Et on bénéficiait du coup d'une géolocalisation fine de chacune des unités qui ont été enquêtées sur n'importe quelle partition du territoire, et donc ce décalage-là, analogue à celui qui sera mis en place. Donc, pour étudier ce défaut de couverture-là, on sait qu'on peut qualifier ça, donc c'est relié à un problème d'actualité, dans le sens où la population d'intérêt a beaucoup évolué entre le moment de la confection de la base de sondage et le moment de l'enquête. Et donc, on a distingué classiquement 3 types d'unités. Donc, c'est les unités qui vont être présentes et présentes, donc celles qui sont dans la base de sondage, puis au moment de la collecte. Donc, pas de problème là sur ces unités-là. On est content. Par contre, on a aussi des unités sortantes et des unités entrantes. Donc, les personnes, plutôt dans notre cas, les adresses, qui étaient présentes dans la base de sondage, mais qui ont été détruites entre l'enquête cartographique et l'enquête de recensement. Donc, les unités qui sont sorties de notre base de sondage et les unités qui sont entrées, qui ont été construites entre les deux dates. Et on sait théoriquement que ces unités sortantes vont induire une augmentation de la variance de nos estimateurs par déséquilibrage de l'équilibrage, justement, par déséquilibre. Et les entrants vont induire un biais, donc ce biais de couverture-là qui va nous intéresser. Donc, une première approche de ce défaut de couverture, ça a été de quantifier donc, les présentes dans notre base de sondage dont on disposait de notre enquêteur Carto pour évaluer ça. Et donc, on va s'intéresser principalement au cours de cette présentation et de l'étude à 2 types de variables. Donc, la variable de population, qui est la variable majeure du recensement, et également le pourcentage d'étrangers, qui est une variable très importante à Mayotte, dans le sens où il y a plus de la moitié des personnes qui sont étrangères en fait, à Mayotte. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir une évaluation en niveau et en taux. Donc, on voit que pour cette variable de population, donc variable très importante, comme je dis, le biais attendu du défaut de couverture de la base de sondage, si on répétait exactement la méthode dans les DOM, serait de plus de 11%, donc ce qui est assez conséquent dans cette première approche. Pour en fait encadrer cette première approche, on a également fait quelques hypothèses sur notre base de sondage. Là, on l'avait pris de manière assez brutale, suivi de l'enquête Carto de 2016. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étendu en fait, la base de sondage ce qu'on appelle les entités adressées, donc les adresses qui étaient en travaux à ce moment-là, en supposant qu'au moment de l'enquête, elles étaient construites et donc enquêtables. Et c'est ce qui est fait par ailleurs actuellement dans les DOM. Donc, ce qui a permis en fait, d'augmenter le nombre de sortants, diminuer le nombre d'entrants. Donc, on avait un arbitrage bienveillant, ce qui est bien ici. Et on a fait des hypothèses aussi encore plus optimistes dans le sens où on a apparié les unités sortantes et les unités entrantes, en supposant que c'était bien les mêmes, mais qu'elles n'avaient pas pu être retrouvées au moment de l'enquête sur le terrain, qu'elles n'avaient pas pu être appareillées. Donc, on a fait ce type d'appareillement sur différentes variables, toujours au sein d'un même îlot, mais aussi au sein d'un même type d'habitat ou non. C'est pour ça qu'on qualifie ces hypothèses-là d'optimistes, voire très optimistes.
Et donc, tout ça dans le but en fait, d'obtenir un encadrement de notre biais attendu de défaut de couverture. Donc, dans le pire des cas, on va se dire qu'on est à moins 11%. Et en fait, on va plutôt l'évaluer par rapport aux hypothèses qu'on a faites entre moins 9 et moins 4%. Donc, ce qui reste quand même assez volumineux et ce qui nous a en fait entraîné et poussé à établir en fait des méthodes qui étaient proches de celles qui est mise en place dans les DOM, mais plus adaptées au contexte mahorais. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a déterminé des plans de sondage qui sont assez proches du plan classique. Et pour déterminer en fait, celui qui était le meilleur, on a procédé par une évaluation par simulation. Donc, ce qui est fait, c'est que chacune des simulations de tirage qu'on va produire, donc on va tirer des enquêtes annuelles de recensement dans ces bases de données-là. Et chacune des simulations va nous produire un échantillon, un jeu de pondération et donc une estimation qui est calculée grâce à chacune de ces simulations-là, dans le but en fait, d'avoir des biais et des variances pour déterminer en fait, par arbitrage biais-variance la meilleure des méthodes à mettre en place. Donc, plusieurs plans de sondage ont été élaborés au sein de ce groupe de travail, à chaque fois donc, des propositions méthodo, mais qui étaient aussi adaptables sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'il y avait vraiment une mobilisation de tout le monde qui était très importante au niveau méthodo, mais aussi au niveau pratique sur le terrain, forcément. Donc, je vais vous présenter ici plutôt les 4 méthodes qui ont été retenues, qui ont présenté les meilleures propriétés statistiques et qui étaient forcément plus adaptables sur le terrain, et ce qui permet de simplifier la présentation aussi. Donc, la première méthode, c'est en fait la méthode de référence dans les DOM, donc celle que je vous ai présentée, et c'est celle qui nous a permis aussi de comparer par rapport à toutes celles qu'on avait élaborées, donc qui était la méthode un peu repère. Donc, juste pour rappeler le contour, donc une enquête carto qui nous permet d'établir la base de sondage quelques mois auparavant. La base de sondage dans laquelle on va tirer un échantillon d'adresses de sorte qu'il représente 40% des logements du groupe de rotation dans les îlots qui vont être enquêtés l'année N, et donc le recensement qui a lieu quelques mois plus tard sur les adresses qui sont tirées. Donc ça, c'est la méthode classique dans les 4 autres DOM historiques. La première méthode alternative qui a été proposée, ça a été de toujours réaliser donc, cette enquête cartographique pour nous créer notre base de sondage. Ça ne bougera pas dans le reste des méthodes proposées. Et donc de réaliser cette fois-ci un tirage dans cette base de sondage d'îlots et non plus d'adresses. De sorte, en fait, dans l'idée de régler ce problème-là d'identification des adresses sur le terrain, aller plutôt ratisser un îlot directement, enquêter tout le monde, et donc plus de problème de biais de couverture et plus de problème de base qui nous a poussé à cette étude. Mais toujours dans le sens où on veut conserver ce taux de sondage-là de 40% des logements de l'enquête, et donc tirer des îlots, mais toujours dans le même volume global. Donc voilà, ça c'est la première méthode alternative. Et la deuxième, ça a été de réaliser une disjonction au niveau du type d'habitat. Donc c'était le type d'habitat qu'on qualifie de non dur qui nous inquiétait en fait. Donc c'est les logements de fortune globalement. Et donc, dans la base de sondage, on va disjoindre ces deux types d'habitats-là, dans le sens où on va tirer des logements en dur, donc ceux qui sont facilement identifiables sur le terrain, et on va toujours conserver ce taux de sondage de 40% pour cela. Donc, on est toujours proche de la méthode classique. Par contre, pour les logements en non dur, on va les enquêter de manière exhaustive au moment de l'enquête de recensement. Donc, chaque habitat qui est considéré comme ça sera enquêté exhaustivement, dans les îlots, évidemment, de l'année. Donc, on se doute ici que le taux de sondage global va augmenter. Et enfin, la dernière méthode qui a été proposée, ça a été un peu un mix des deux méthodes alternatives précédentes. Toujours cette disjonction dans la base de sondage des logements en dur et en non dur. Toujours ce taux de 40% dans les logements en dur. Par contre, pour les logements en non dur, ce sera plus un échantillon d'îlots cette fois-ci. Et donc, dans le sens où eux aussi, ils représentent un taux de sondage global de 40%. Donc, c'est pour qu'au global, en fait, on soit à 40% par rapport à la méthode précédente. En fait. C'est pour réduire ce taux de sondage-là qui nous inquiétait quand on a inquiété, entre guillemets, hein, quand on a proposé donc, la deuxième méthode alternative. Donc, ces 4 méthodes-là présentent donc, ce tableau un peu brutal, c'est des résultats de biais et de précision au niveau donc, de la variable de population et de pourcentage d'étrangers. Et donc, on voit que dans le... Ouais, merci.
que donc on retrouve nos chiffres au niveau du premier scénario, donc la méthode classique des DOM. Au niveau du scénario 2, où on allait ratisser les îlots, on s'affranchit totalement de notre problème de défaut de couverture au niveau de la population. Donc, troisième ligne, première colonne. Donc, on a 0% de biais, ce qui était le but. Mais par contre, on voit que la précision augmente du fait de l'effet grappe qui est engendré par la méthode. Les scénarios suivants, qui sont disjoints, et oui, on disjoint les logements en dur et en non dur, présentent de bonnes propriétés en biais et variance, mais toujours pas vraiment de méthode parfaite en fait, qui se disjoignent, qui se détachent, pardon. Et ce qui nous a en fait poussé à synthétiser tout ça donc, en fait, dans ce tableau-là plus principalement, où on avait en fait 4 gros critères pour choisir quel scénario établir. Donc, je disais le niveau biais et variance sur nos variables les plus intéressantes pour le recensement. Et on voit que dans les 2 derniers scénarios, donc, le biais, donc notre problème principal, était réduit à un problème qui était comparable à celui des autres DOM. Et le scénario 3 se distinguait un peu des autres dans le sens où la précision était la plus faible possible. Le problème, c'est que ça impactait une charge qui était beaucoup plus importante pour la commune, du fait du taux de sondage, je disais, qui explosait justement pour ce scénario-là, et qui nous a poussé aussi à faire ce scénario 4 qui était un peu mixte pour restandardiser cette charge-là. Et dans tous les cas, tous les scénarios engendraient une évolution des protocoles, des traitements, et donc derrière, une formation différente pour les agents formateurs, un peu plus complexe et tout ça. Donc tout ça à mesurer au moment de leur mise en place. Ce qui fait qu'en fait, il n'y avait pas de scénario idéal qui s'est disjoint, qui s'est détaché des autres, et qui a donc nécessité un arbitrage au niveau du directeur général, et qui a retenu du coup ce scénario 3-là pour toutes les propriétés statistiques qu'il présentait. Du coup, on a pu bénéficier là, du retour de la première collecte EAR à Mayotte, du bilan de l'an dernier. Donc, on retrouve ces chiffres-là en termes sur l'enquête annuelle de recensement en 2021. On voit que donc, on a respecté en fait, le nombre de logements tirés qui a été de 40% au niveau des logements durs, et que donc, on a bien considéré tous les logements de fortune qui étaient le cas, comme la méthode le présentait. On voit également qu'au niveau des nombres de logements collectés, donc, le taux de réponse est globalement très satisfaisant pour une première, et donc là-dessus, on est assez satisfait, ce qui fait que je dresse rapidement ce bilan-là. La collecte a été un peu décalée par rapport à ce qui a été prévu, bon, du fait du confinement, mais comme je disais, on est super content que ça a pu se dérouler à Mayotte. Ça a été le seul endroit où ça s'est fait l'an dernier. Et surtout, on est très content de l'implication des acteurs locaux, d'avoir pu bénéficier de leur expertise sur le terrain de base, qui a permis donc vraiment une mise en place de l'enquête qui a été facilitée, et une formation sur les agents censeurs qui était vraiment complexe par rapport à ce qui est fait par exemple en métropole, du fait de la disjonction des différents cas, et qui s'est finalement bien passé. En petit inconvénient de collecte, il y a eu ce qu'on appelle des opérations de décasage massif, où en fait les logements de fortune qui étaient prévus d'être enquêtés dans certains îlots ont été déplacés dans d'autres îlots, donc les gens se sont vraiment déplacés, ce qui a engendré des questions du style s'ils sont allés dans un îlot qui n'était pas enquêtable, est-ce qu'on doit quand même les enquêter parce qu'à la base ils étaient enquêtés. Donc, ce genre de questions-là, mais qui ont été résolues sur le moment. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Laurent. Ouais. L'intervention suivante est proposée par Olivier Bourriot, Philippe Brion et Guillaume Chauvet. C'est Philippe qui va nous la proposer. Elle est consacrée à une généralisation de la méthode de partage des poids dans le cas où la base de sondage est continue. Alors, bonjour. Donc, je vais vous présenter un travail qui a été, un papier qui a été écrit avec Guillaume, qui doit nous regarder donc à distance, et Olivier Bourriot, donc, qui est du LIF, c'est le laboratoire de l'inventaire forestier. Donc, c'est un forestier, il est dans la salle, on pourrait lui poser des questions. Et je voulais vous remercier, les organisateurs, de nous avoir invités dans cette séance à la mémoire de Jean-Claude Deville, puisque bon, c'était quand même, comme ça c'était dit hier, c'était quand même notre guide pendant de nombreuses années. Alors, comment je vais procéder? Je vais faire une présentation en plusieurs temps. Donc, dans un premier temps, je vais rappeler quelques éléments sur le partage des poids. Bon, Guillaume en a parlé hier, mais je crois que ce n'est pas inutile parce que
il va y avoir une analogie entre ce que je vais présenter dans le cas discret et ce qu'on propose dans le cas où la base de sondage est continue. Ensuite, je vais expliquer pourquoi on a mené ce travail, donc en présentant un cas de tirage d'unité dans une population discrète, mais qu'on ne sait pas réaliser, on est obligé de passer par une population continue. Donc, je vais revenir dessus. Troisième point, et ce point, et c'est peut-être le plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a une population continue, par exemple des points dans un plan, qu'on tire des points. On n'est pas tellement habitué à travailler dans des... Enfin, en général, on procède plutôt à des sondages dans des populations discrètes. Et enfin, pour moi, c'est un problème sur lequel j'ai buté assez longtemps, ce problème-là. Il existe des papiers, donc j'expliquerai comment, enfin, ce qui a été proposé pour proposer des estimateurs dans ce cas. Et donc, c'est dans la quatrième partie de mon exposé que je viendrai au cœur du problème, à savoir la généralisation de la méthode du partage des poids au cas continu. Et je ferai une conclusion assez rapide. Alors, on peut dire... Non, ça va. Vous voyez le titre de la diapo, donc rappel sur la méthode de partage des poids. Donc, dans le cas où on a deux populations discrètes, donc les notations qu'on utilise, hein, c'est une population UB, c'est celle à laquelle on s'intéresse, c'est par exemple des SDF. Sur les SDF, on n'a pas de base de sondage, on n'a pas de liste, donc comment on va essayer de les attraper pour les enquêter? On va passer par une autre population UA discrète, elle aussi. Ça peut être quoi, UA? Ça peut être des sous-populaires, ça peut être des lieux d'hébergement, enfin, vous connaissez tout ça. Et il va y avoir donc des liens entre les unités de la population UA et les unités de la population UB, donc par exemple entre les sous-populaires et les SDF, à savoir que les SDF fréquentent certaines sous-populaires ou certains types d'hébergement. Donc voilà, et ces liens vont être matérialisés par une variable qu'on nomme LIK, donc I, c'est les unités de UA, donc l'univers dans lequel on procède à la base de sondage, et K, c'est les unités de UB, donc la population à laquelle on s'intéresse. Alors, un point important, c'est qu'on va définir pour chaque unité K de UB l'ensemble de ses ancêtres dans la population UA, donc on appelle ça ancêtre de K, et on va donc procéder au comptage, donc à savoir le nombre de ses ancêtres pour chaque unité K de l'univers UB. Et l'hypothèse forte, c'est que ce NKAB est toujours strictement positif, à savoir que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a toujours un moyen de joindre une unité de UB, c'est-à-dire un SDF. Si ça n'était pas le cas, on voit qu'on aurait forcément un problème de biais. Donc maintenant, quand on veut procéder à un tirage et sélectionner un échantillon SB sur l'unité UB, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on n'a pas de base de sondage sur UB, on utilise la base de sondage qu'on a sur la population UA. Donc, vous voyez, dans le graphique, là, j'ai matérialisé, j'ai mis donc la population UA ici, avec 4 unités qui sont reliées aux unités de la population UB. Bon, c'était un peu pareil dans le schéma que Guillaume a présenté hier. On procède au tirage d'un échantillon SA dans UA. Donc là, on tire les unités 2 et 3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enquêter l'ensemble on appelle les descendants des unités de l'échantillon SA. Donc en l'occurrence, si on regarde les petites flèches du dessin, on va enquêter les unités K égale 2, 3, 4, 5 de la population UB. Donc, et c'est sur celle-là maintenant qu'on va procéder à des mesures. Et la question, c'est comment finalement, à partir de cet échantillon SB, comment pondérer les unités de l'échantillon SB pour produire des estimations. Bon, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà vu. Il y a le bouquin de Lavallée qui a été publié. Il y a l'article de Deville et Lavallée également sur le sujet. Donc, comment on fait? En fait, on passe par une réécriture de quelque chose qu'on cherche à estimer sur la population UB, par exemple le total d'une variable Y, donc je l'ai noté TYB, là, sur le transparent, il peut se réécrire comme la somme sur la population UA d'une variable YIA. Et cette variable YIA donc, est définie sur le transparent. YIA donc, est égale à la somme
sur les unités qui sont reliées à l'unité I de A, hein, donc les unités K pour lesquelles le IK n'est pas égal à 0, mais il est égal à 1, et on divise par le nombre d'ancêtres de chaque unité K. Donc, on distribue finalement cette variable Y qu'on va mesurer sur unité K de la population UB, on la distribue sur les unités de la population UA. Comme on a procédé à un sondage donc, et qu'on a donc tiré un échantillon SA dans la population UA avec un plan de sondage qu'on maîtrise, hein, donc ben, on est capable de produire un estimateur du total de la variable YIA. On est capable également on connaît disons, les caractéristiques de cet estimateur et on est capable d'estimer sa variance. Donc ça, c'est le point fort de la méthode du partage des poids, c'est finalement de revenir à la population UA sur lequel on a un plan de sondage qu'on connaît. Et donc, pourquoi on parle de partage des poids? C'est parce que en fait, l'estimateur du total de YB qui est passé par le plan de sondage sur UA peut s'écrire comme une somme sur l'échantillon des unités K dans SB, donc avec les valeurs YK qui sont mesurées sur chaque unité observée dans cet échantillon, multiplié par un poids WKB, et ce WKB s'écrit en fonction des différents poids des unités qui ont été tirées dans la population UA, d'où ce nom de partage des poids. Normalement, c'est des choses que vous avez déjà vues, donc c'est des rappels, mais on va voir tout à l'heure qu'on va revenir donc, à ces notations. Alors maintenant, un exemple de tirage où on a une population discrète, mais on est obligé de passer par une population continue pour sélectionner un échantillon. En fait, c'est le cas de l'inventaire forestier. En France, on estime qu'il y a environ une dizaine de milliards d'arbres. Donc, on n'a pas de liste, on n'a pas de base de sondage. Donc, comment on fait pour procéder à un tirage? On est bien embêté. Donc, les forestiers, les statisticiens forestiers, qui sont des gens astucieux, ont développé des méthodes depuis des années. Donc là, je vais parler de la méthode des placettes, si vous voulez. Bon, on peut donner, ou Olivier pourrait donner d'autres exemples de méthodes. Il y a une méthode qui s'appelle le Rolascope, qui est assez astucieuse. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de tirer un échantillon de points. Donc, le point, vous voyez, il est là, un point échantillonné, de dessiner une placette autour de ce point. C'est un cercle, en fait, qui est, par exemple, de rayon 15 mètres ou 25 mètres. Ça dépend. Enfin bon. Et les agents qui vont faire l'enquête sur le terrain, quel va être leur boulot? Ben, ça va être de recenser, enfin, d'aller mesurer tous les arbres qui sont situés à l'intérieur de la placette. Donc, on voit qu'on est typiquement dans une méthode de sondage indirect, où à partir d'un échantillon tiré, un échantillon de points tiré, on arrive finalement à attraper des arbres, à procéder à des mesures sur ceux-ci, et avec ces mesures, on devra procéder à des estimations. Alors, la question, ça va être comment pondérer ces arbres. Alors, je passe à la troisième partie de mon exposé, là, qui est maintenant, quand on procède à un tirage dans une population qui est une population continue, hein, donc c'est surtout, en fait, on est pour les sondages, disons, enfin, plutôt dans le domaine environnement, agriculture, forêt. Comment fait-on? Alors là, il y a un des papiers de référence, ce n'est pas le seul, mais qui a été écrit en 1993, donc de Cordy, qui propose une extension de l'estimateur d'Horvitz-Thompson au sondage à partir de points dans un univers continu. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on cherche à estimer, en fait? On cherche à estimer un total d'une variable Y, donc que j'ai représenté là, vous avez la formule, TYK, qui est intégrale sur une zone, une aire donnée, UA, la population, là, c'est une aire, par exemple, c'est le territoire français, ça peut être un département, ça peut être un rectangle que j'ai dessiné, une intégrale d'une variable YA de X. Ce qui est assez important à bien comprendre, là, c'est que YA de X, c'est une densité. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mesurer comme quand on mesure un revenu, je sais pas, la taille d'un individu. Ici, ça va être une densité. Alors, je vais prendre tout de suite un exemple, l'estimation.
Si on a un lac qui est gelé, on voudrait estimer le volume de neige qui est situé sur le lac. Comment on peut l'estimer? On se dit, ce qu'on estime finalement, c'est l'intégrale de la hauteur de neige à chaque point qui va nous donner le volume. Donc, YA, cette densité, c'est quoi? Finalement, c'est une sorte de mesure locale de densité qu'il va falloir procéder. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un cadre un petit peu différent du sondage habituel. Donc, total, qui est une intégrale d'une densité sur le domaine UA à considérer. Voilà, donc ça, c'est l'objectif. Maintenant, on procède à un tirage de points. On sélectionne un échantillon de points. Et ça, on peut le faire. Donc, on va tirer un nombre fini de points parce qu'on n'a pas des ressources en termes d'enquêteurs qui sont infinis. Donc, cette fois-ci, on va avoir avec un nombre fini de points. Mais on va utiliser donc une densité de probabilité F de S1, Sn. Donc, S1, Sn, c'est les différents points échantillons avec des densités marginales. Et en général, on utilise une densité qui correspond à un tirage uniforme, c'est-à-dire qu'on donne à chaque point la même probabilité d'être sélectionné, par exemple sur le lac dont j'ai parlé, sur le territoire français, sur une zone donnée, mais on peut envisager d'avoir un tirage plus raffiné avec une probabilité, une fonction beaucoup plus compliquée. Et si on se positionne par exemple dans le cas où on tire de manière uniforme dans UA, cette densité marginale Fi de x va être égale à 1, donc de x appartient à UA, divisé par la superficie de la zone UA. Et on va calculer pour chaque point quelque chose que Cordy appelle dans son article pi de x, comme la somme sur les différentes unités échantillonnées, donc là c'est des points échantillonnés, de cette densité. Donc ce n'est pas tout à fait je dirais que ce n'est pas tout à fait une probabilité d'inclusion, ça y ressemble un peu, mais c'est plutôt, je dirais, une mesure locale du nombre de points sélectionnés par unité de surface, cette quantité pi de x. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire ensuite pour estimer l'intégrale que j'ai présentée tout à l'heure, donc le total de la variable YA sur la zone UA? Eh bien, on propose donc l'estimateur somme sur l'échantillon de 1 sur pi de x, Y de x ou Y de x, c'est la valeur donc, de cette densité locale qu'on a mesurée dans chacun des points qu'on a été enquêtés. Alors, si je reprends l'exemple du lac gelé, par exemple, si je enquête 2 points, par exemple, je vais mesurer la hauteur de neige dans 2 points. Fi de x, donc à chaque fois, c'est 1 sur la superficie du lac. J'ai 2 points, donc pi de x, ça va être quoi? Ça va être 2 sur la superficie du lac, puisque je somme sur 2 points. Et vous voyez que, en fait, pour estimer le volume de neige qu'il y a sur le lac, je vais sommer sur les 2 points la hauteur que j'ai mesurée sur chacun des points, multipliée par l'inverse de pi de x, donc multipliée par la superficie du lac, divisée par 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la moyenne des 2 hauteurs que j'ai mesurées et je remultiplie par la superficie du lac. Dans ce cas simple, on voit intuitivement, on comprend l'estimateur. Alors, le point fort du papier de Cordy, c'est que non seulement il propose cet estimateur, mais que derrière, il déroule le raisonnement en proposant il donne le vrai calcul de la variance, plus un estimateur de variance qui ressemble fortement à ce qu'on a dans le cadre d'Horvitz-Thompson. Et donc, on a la vraie variance s'écrit sous forme d'intégrale, et après, l'estimation de variance est bien sûr calculée sur les points. Alors maintenant, le cœur vraiment de l'exposé. Donc, si on en revient au cas des arbres, donc on a 2 populations. UA, qui est la population continue, qu'est-ce que c'est? C'est les points qui sont répartis dans le territoire. Donc, je vais sélectionner un certain nombre de points. Et UB, ma population discrète, c'est la population des arbres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir un lien donc, entre un point X de UA et une unité K de UB, donc en l'occurrence un arbre, avec une variable LK de
LKAB de X pour le point X, qui est égal à 1 si le point et l'arbre sont liés, et 0 sinon. Alors, ça veut dire quoi? Ils sont liés si l'arbre est dans le cercle qui est dessiné autour du point. Donc, on voit, c'est quelque chose d'assez important, c'est que cette fonction de lien, elle est fondamentalement liée au rayon de la placette. Et par exemple, les forestiers, enfin, Olivier pourrait vous expliquer, par exemple, utilisent 15 mètres pour les petits arbres et 25 mètres pour les gros arbres. Enfin, il y a une taille au-delà desquelles on enquête, enfin, on va chercher les gros arbres plus loin que les petits arbres, sinon le travail serait trop long pour les agents enquêteurs. Alors maintenant, on va définir une grandeur qu'on appelle M plus K de AB, qui est un peu l'analogue de ce qu'on a vu tout à l'heure sur le nombre d'ancêtres d'une unité K. Unité K, là, c'est l'arbre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour une unité K, donc un arbre K, on va sommer sur l'ensemble de la zone la grandeur LK de AB de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mesure en fait la superficie des points qui peuvent attraper la superficie de la zone. Oui, merci. La superficie de la zone des points qui peuvent attraper l'arbre. En général, c'est un cercle complet, mais on voit que si un arbre, par exemple, est en bordure de territoire français, là, ça ne sera pas un disque complet, ça sera un disque un peu rogné. Donc, c'est là qu'on voit que tout l'intérêt de la méthode des partages des poids qui va nous permettre de gérer ces cas qui sont quand même assez difficiles. Dans l'ensemble, ce que j'ai présenté pour l'instant, ça semblait assez intuitif, mais quand on tombe sur des cas un peu tordus, comme on est en bordure ou on fait un tirage où il y a des placettes qui se recoupent, là, on va avoir plus de problèmes. Et donc, on peut réécrire. Alors après, on va procéder à l'écriture du total d'une variable y sur UB en la réécrivant comme l'intégrale d'une variable YA sur UA. Donc là, c'est un peu différent de la méthode du partage des poids dans le cas discret-discret. Là, on a d'un côté un signe somme sur une population finie, et de l'autre côté, on a une intégrale. Et donc, on peut réécrire le même genre d'équation avec une variable YA maintenant, qu'on définit, enfin que je définis donc sur cette équation. Je passe assez vite, mais ce qu'il faut voir, c'est que contrairement à ce qu'on avait dans le cas discret, où là, on avait un N plus K de AB qui était un comptage, ici, on va avoir une surface, ce qui fait que cette variable YA de X va bien devenir une densité, puisqu'on divise par une surface. C'est pour ça qu'on va bien pouvoir l'intégrer. Donc, c'est ça un peu la différence entre le partage des poids dans le cas où la population qui nous sert de base de sondage est discrète et celle où elle est continue. Bon, et donc, quand on tire un échantillon dans UA, eh ben, on enquête l'ensemble des unités de UB liées. On peut proposer maintenant un estimateur du total de la variable Y sur UB, puisque on a maîtrisé notre plan de sondage sur UA, et on va être également capable de procéder de proposer une estimation de la variance de cet estimateur. Donc, voilà. Alors, je termine en disant que ce travail a été fait dans le cadre de l'inventaire forestier national, mais que, par exemple, moi, j'ai travaillé au ministère de l'Agriculture il y a longtemps. Il y avait une enquête qui s'appelait l'enquête sur les grandes cultures, où on allait attraper des parcelles, enfin des champs où il y avait certains types de cultures, comme les céréales, par exemple, à partir de points qui étaient disposés sur des photos aériennes, à l'époque, comme il n'y avait pas de base de sondage. Et donc, typiquement, ce genre de formalisation s'appliquerait bien à ce genre d'exemple. Ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, en fait, je crois que c'est présenté dans une autre session de CJMS, maintenant, on dispose d'un registre des parcelles agricoles pour le suivi de la politique agricole commune. Donc, ils sont revenus finalement à un plan de sondage utilisant un registre. Deuxième chose que je voulais mentionner en conclusion, c'est que cette méthode, donc, elle propose une formalisation unifiée à des choses que les forestiers faisaient déjà avant. Parce que, enfin, comme j'ai dit, ils étaient assez astucieux, mais à chaque fois, ils bricolaient, enfin, quand ils tombaient sur un cas tordu, avec Olivier, on a pas mal regardé, enfin, avec Olivier et Guillaume, on a pas mal regardé des manuels des statisticiens forestiers. Ils bricolaient, mais à chaque fois qu'il y avait un cas tordu, ils étaient obligés de réinventer une façon de s'en sortir. Là, je pense que la formalisation permet de dérouler les raisonnements plus faciles. Et le troisième point, c'est que
Là, on a généralisé l'estimateur de Hurwitz-Thompson, donc les méthodes de partage des poids. Mais pour les forestiers, il y a souvent des estimateurs qui sont des estimateurs en 2 phases. Donc, ce n'est pas forcément des estimateurs d'Hurwitz-Thompson. Donc, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour, disons, pour intégrer cette formalisation du partage des poids aux différents types d'estimateurs utilisés. Voilà, je vous remercie. Moi non plus. Mais... Merci. Donc, la communication suivante est proposée par Kim Antonez et Vincent Lonis à la recherche du plan déterminantal optimal. Et c'est Kim qui va faire cette présentation. Je crois que c'est bon. Bonjour à tous. Donc, oui, je vais vous présenter un article coécrit avec Vincent Lonis intitulé « À la recherche du plan déterminantal optimal ». Donc, pour moi, ça correspond à un passage assez éclair dans le monde des sondages, mais pour Vincent, ça correspond plutôt à un travail de plus long terme. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais commencer par vous présenter les données sur lesquelles on va évaluer différentes méthodes. Ensuite, je vais vous décrire ce que sont les plans de sondage déterminantaux. Je vais revenir ensuite sur les notions d'équilibrage avec variables auxiliaires. Puis, je vais vous présenter donc 3 méthodes basées sur ces notions d'équilibrage pour chercher les plans déterminantaux les plus optimaux possibles. Et enfin, vous présenter les résultats de ces différentes méthodes. Donc, justement, pour évaluer empiriquement les méthodes présentées dans l'article, on a utilisé une base de données que certains connaissent ici qui renseigne sur les emplacements de métaux lourds dans une plaine inondable des Pays-Bas. Donc, une base de données qui est illustrée ici dans le cas de grand N égale 10 emplacements de métaux. On va considérer les probabilités d'inclusion simple, donc de tirer chacun des individus proportionnels à la concentration de cuivre, donc la variable Cooper, et leur somme va valoir petit n égale 4, c'est-à-dire le nombre d'individus tirés dans le cadre d'un plan de sondage de taille fixe. On verra aussi par la suite qu'on va aussi mobiliser 3 variables auxiliaires que sont la concentration en plomb, en zinc et en cadmium. Donc, je crois que la définition de ce qu'est un plan de sondage déterminantal s'impose. Donc, ce sont des plans de sondage qui ont été définis et caractérisés dans un article de 2019 de Xavier Marie et Vincent Lonis. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ces plans de sondage déterminantaux? C'est en fait une famille de plans qui sont entièrement paramétrés par une matrice donc noté K, donc pas K comme Kim, mais K comme kernel, noyau. Donc ces matrices, elles sont hermitiennes, c'est-à-dire qu'elles sont égales à leur transposée conjuguée, et elles sont aussi contractantes, c'est-à-dire qu'elles ont des valeurs propres qui appartiennent à l'intervalle 0,1 et qui valent exactement 0 ou 1 dans le cadre d'un plan de sondage de taille fixe. Et on va avoir donc ces matrices, de ces matrices vont découler un certain nombre de propriétés de la forme même de ces matrices. En particulier, sur la diagonale de ces matrices, on va avoir les probabilités d'inclusion simple qui vont apparaître. Et puis, on va avoir les probabilités d'inclusion double qui vont être complètement visibles sur ces matrices puisqu'elles correspondent à un simple calcul de déterminants de sous-matrices. Donc, plus largement, on va avoir de nombreuses caractéristiques de ces plans de sondage qui vont se déduire directement de la forme même de ces matrices K. Donc, on va chercher des plans de sondage déterminantaux optimaux. Et donc, pour ça, on va chercher à respecter au maximum des contraintes d'équilibrage, c'est-à-dire qu'on va souhaiter tirer des échantillons qui vont respecter à la fois les probabilités d'inclusion simple, mais aussi estimer le mieux possible les totaux de grand Q variables auxiliaires. Et on va aussi travailler dans un cas
un petit peu différent d'équilibrage, où on va considérer donc de l'échantillonnage spatial et on va voir qu'on peut rentrer dans le cadre théorique d'un équilibrage avec grand Q égale grand N variable auxiliaire. Et on va voir aussi que dans le monde déterminantal, quand on cherche à respecter au mieux ces contraintes d'équilibrage, ça va correspondre à résoudre un programme d'optimisation semi-défini non linéaire sous une contrainte de spectre donc qui doit appartenir à 0 ou 1 dans le cas de plans de sondage de taille fixe. Donc, je vais un petit peu revenir sur cet équilibrage sur grand Q variable auxiliaire. Donc, le critère à minimiser pour respecter au mieux ces contraintes d'équilibrage correspond à cette formule que je ne vais pas détailler, mais qui correspond classiquement à la somme réorganisée des variances des estimateurs d'Horvitz-Thompson de totaux de grand Q variable auxiliaire. Et comme on voit souvent, sa forme permet de dire que pour minimiser ce critère C à probabilité d'inclusion simple, donc πk, πl fixé, on va chercher des probabilités d'inclusion double qui sont grandes quand les individus ne se ressemblent pas. Donc, ne se ressemblent pas, ça veut dire dans notre cas que les individus ont des variables auxiliaires xk sur leur probabilité d'inclusion simple πk différentes. Donc, comme souvent en échantillonnage, on va chercher à privilégier dans notre échantillon, la sélection dans notre échantillon d'individus qui ne vont pas se ressembler. Et du coup, dans le cadre des plans de sondage déterminantaux qui vont nous intéresser ici, comme on a des probabilités d'inclusion double qui se déduisent directement de cette matrice K, alors ce critère d'équilibrage va aussi dépendre et s'exprimer uniquement en fonction de la matrice K. On va voir aussi le cas de l'échantillonnage spatial qui va suivre la même logique dans notre cas que l'échantillonnage équilibré. On peut tirer là encore des individus dans notre échantillon qui ne se ressemblent pas et qui sont en général du coup géographiquement éloignés si on en croit la première loi de géographie de Tobler qui présuppose en gros une corrélation plutôt spatiale plutôt positive entre les différentes variables qu'on mobilise en général. Donc, c'est pour ça qu'on cherche en général, dans l'échantillonnage spatial, l'étalement de l'échantillon, comme peuvent le faire des méthodes classiques comme le cube spatial ou d'autres. Et on va considérer ici une méthode inspirée d'un article de 2019 de Raphaël Jolin et Yves Tillet, où on va assimiler en fait, l'échantillonnage spatial à un plan de sondage équilibré, donc sur grand Q égale grand N variables auxiliaires, des variables auxiliaires qui vont être nombreuses et qu'on va construire et qui informent sur l'appartenance ou non de chaque individu spatial à un domaine, donc DQ, qui est un voisinage d'un individu Q. Donc, comme on le voit dans le petit graphique à gauche, le domaine DQ va correspondre à l'ensemble des plus proches voisins de l'unité Q, en tenant compte de l'unité Q et en ajoutant les individus spatiaux un à un jusqu'à ce que la somme des probabilités d'inclusion simple soit supérieure ou égale à 1. Et donc, cette formulation via des variables auxiliaires géographiques permet de mettre, en fait, de rédiger, d'exprimer ce critère aussi géographique sous la forme d'un critère d'équilibrage, comme on a vu juste avant, et qui s'exprime donc également, possiblement, uniquement en fonction de notre matrice, de notre noyau K. Donc, on va chercher à trouver la matrice K qui va minimiser le critère que l'on cherche à minimiser sous les contraintes de spectre que j'ai évoquées précédemment pour que K soit bien une matrice hermitienne contractante à diagonale et donc à probabilité d'inclusion simple fixée. Et ça correspond donc, ce que je vous y disais tout à l'heure, à un problème d'optimisation semi-défini non linéaire. Et du coup, résoudre ce genre de programme peut s'avérer complexe. C'est donc un peu toute l'idée de cet article où on va étudier 3 pistes de recherche de cette matrice K qui minimise les critères d'équilibrage et on va comparer ces méthodes par la suite. Je vais les ordonner de la méthode la moins à la plus aboutie et de la moins gourmande en calcul à la plus gourmande en calcul également.
Donc, on a donc cherché à étudier empiriquement la performance de ces différentes méthodes que je vais vous décrire dans un instant. Donc, méthode 1 de recherche d'un plan de sondage déterminantal optimal, les bonnes propriétés de la matrice PEPI triées astucieusement. Alors, dans l'article de 2019 de Vincent Lounis et Xavier Marie, une matrice de projection particulière appelée PEPI est étudiée. On ne va pas présenter ici sa formule qui est explicite, mais ce qu'il faut retenir, c'est que PEPI possède des propriétés d'équilibrage intéressantes quand elle est construite à partir d'un certain tri d'individus, de sorte que deux individus qui vont apparaître à un ordre proche, soit deux individus qui se ressemblent selon le ratio XK sur PK, donc rapport des variables auxiliaires sur les probabilités d'inclusion simple. Et pour continuer dans cette même logique, dans le cas de l'échantillonnage spatial, on va trier les individus selon ce qu'on appelle un chemin de Hamilton, c'est-à-dire le plus court chemin qui relie l'ensemble des points que vous voyez ici dans le cadre des données Meuse pour grand N égale 10. Donc, l'individu 1 correspondrait plutôt à moi et puis 10 à Vincent à l'autre bout de la salle. Donc, méthode 2, améliorer PEPI par rotation successive. Donc, une heuristique intéressante a aussi été étudiée dans cet article de 2019 qui dit que la multiplication d'une matrice K par des matrices donc, unitaires dont les rotations font partie permet de conserver la diagonale et le spectre de la matrice K. Donc, si on modifie itérativement K par composition de rotation au sein d'un algorithme, on va pouvoir proposer des plans de sondage déterminantaux de même probabilité d'inclusion simple que K, en cherchant itérativement toujours à minimiser notre critère d'équilibrage, qui est, je rappelle, ce qu'on cherche à faire. Donc, méthode 3, la paramétrisation des matrices K avec un grand nombre de paramètres. Alors là, c'est une méthode qui est issue d'un article plus récent de Vincent, écrit donc en 2021. Donc, il propose une paramétrisation des matrices, en s'inspirant d'un autre article. Il propose la paramétrisation des matrices hermitiennes contractantes par un ensemble de nombreux paramètres, donc de taille 2 fois grand N fois petit n. Donc, ces paramètres sont tous indépendants les uns des autres et appartiennent à l'intervalle 0,1. On les nomme oméga et rho comme dans l'article. Et là, on change complètement de perspective, puisque avant, on avait un problème d'optimisation semi-défini avec des contraintes sur le spectre. Et là, on va pouvoir complètement paramétrer les matrices K. Et donc, ça se transforme en un problème d'optimisation complètement non contraint. Mais on a quand même l'application qui a aux valeurs de paramètres oméga et rho associe une matrice K. Donc, cette application, elle va être continue, mais elle va être non différenciable selon certains paramètres. Et donc, on ne pourra pas utiliser des méthodes d'optimisation classiques à la Newton-Raphson. On va devoir utiliser des méthodes, par exemple, d'optimisation stochastique, dont fait partie le recuit simulé. Donc, on va même utiliser une version très simplifiée du recuit simulé. C'est en fait assez simple. On part d'une valeur initiale S0 de paramètres qu'on va tirer aléatoirement, prendre au hasard. Et puis, à chaque itération de cet algorithme de recuit, on va choisir un jeu de paramètres voisins, donc en générant une loi uniforme sur un intervalle moins P avec un pas donné. Et on accepte le nouveau jeu de paramètres s'il diminue le critère C qu'on cherche à minimiser. Et puis sinon, on reste sur le jeu de paramètres de l'itération précédente. Donc, dans notre cas, on va tirer, donc là, dans le cadre de ce qu'on a mis en place, on a tiré 100 000 jeux de paramètres oméga et rho. On a gardé les 10 meilleurs en termes de minimisation du critère C. Et puis, on a fait un recuit simulé de 400 000 itérations sur ces 10 meilleurs. Et on fait ça pour 1, 2, 3 et puis grand N variables auxiliaires. Donc, on va arriver à la partie des résultats.
Donc, dans ce premier tableau, on compare la performance de des trois stratégies d'optimisation dont je vous ai parlé à l'instant, donc en ligne, et on va les comparer en fonction du nombre de variables auxiliaires mobilisées, donc en colonne, 1, 2 ou 3, donc la concentration en zinc, en cadmium et en plomb, donc soit 1, 2, soit 2 parmi celles-là, soit les 3. Et aussi grand N pour le critère géographique que je vous ai rapidement évoqué tout à l'heure. Et on voit en première colonne que pour une unique variable auxiliaire, la matrice PEPI suffit, on n'a pas besoin d'utiliser les autres méthodes. La première ligne suffit à obtenir un critère minimal. Et c'est en fait un résultat empirique qui illustre une conjecture que Vincent a formulée dans son article de 2021 qui indique que le plan de sondage associé à la matrice PEPI est le plan de sondage le plus optimal quand une seule variable auxiliaire est mobilisée pour l'équilibrage parmi tous les plans de sondage déterminantaux. Et on va remarquer qu'en se dirigeant vers la droite du tableau, donc plus on va augmenter le nombre de variables auxiliaires, plus les deux méthodes d'optimisation, donc la deuxième et la troisième ligne du tableau, vont s'avérer efficaces, notamment la troisième ligne, donc la paramétrisation par oméga héros optimisée par recueil simulé, car cette méthode permet, contrairement à des compositions par rotation, de vraiment pouvoir parcourir tous les plans déterminantaux qui existent possibles. Et on a ensuite comparé l'efficacité des plans déterminantaux à celle d'autres méthodes d'échantillonnage de référence, donc à probabilité d'inclusion simple inégale. Une méthode que je n'ai pas le temps de tout détailler ici, mais on a cherché, donc on a tiré un échantillon de 10 000 échantillons et on a calculé pour chacune de ces méthodes les différents critères. Ce qu'il faut retenir, c'est que les performances des plans de sondage déterminantaux sont globalement bonnes par rapport aux autres méthodes, à l'exception d'une méthode qui reste meilleure concernant le critère géographique, qui est donc le wave sampling, qui est la méthode d'équilibrage géographique développée dans l'article de Raphaël Jolin et de Yves Tillet de 2019. Donc pour conclure, cet article avait pour objectif de faire une étude empirique des propriétés d'optimalité des plans déterminantaux via 3 méthodes. Donc, les résultats ont montré que la matrice PEPI semble être empiriquement une borne inférieure pour les plans déterminantaux, borne inférieure de l'estimateur d'Orvins-Thompson quand on utilise une unique variable auxiliaire. On a aussi vu que plus le nombre de variables auxiliaires augmente, plus la paramétrisation proposée dans le nouvel article de 2021 démontre son intérêt par rapport aux heuristiques qui peuvent être de rotation qui sont présentées dans l'article de 2019. Et puis, on a aussi vu que les plans de sondage déterminantaux se sont montrés globalement efficaces en fonction d'autres méthodes d'échantillonnage équilibrés classiques en termes de minimisation des critères d'équilibrage. Mais bon, hélas, il y a des limites. Et la grosse limite de la paramétrisation des matrices hermitiennes contractantes donc par les paramètres oméga héros, c'est ce qu'on se confronte assez rapidement à ce qu'on appelle la malédiction de la dimension, c'est-à-dire à des temps de calcul qui explosent quand grand N grandit. Mais bon, dans l'ère du big data, ça nous fait même pas peur. Par ailleurs, les plans de sondage déterminantaux vérifient nécessairement des conditions qui sont donc les conditions de Sen-Yates-Grundy, donc qui impose que la probabilité d'inclusion double pKL soit inférieure au rapport pK-PL, contrairement à d'autres méthodes comme le cube spatial ou le wave sampling, donc de l'article de Raphaël Jolin et d'Yves Tillet, qui n'impose pas de respecter ces conditions. Et le respect de ces conditions donc, peut limiter dans la recherche de plans de sondage déterminantaux, puisqu'on ne peut pas parcourir l'ensemble des plans possibles. Et pour la suite, donc, il serait nécessaire d'augmenter le nombre d'itérations de l'algorithme de recueil simulé et d'améliorer la parallélisation des calculs pour pouvoir prétendre travailler efficacement avec des populations de plus grande taille. On pourrait également identifier les paramètres appartenant à oméga et rho les plus influents sur les valeurs du critère en procédant par une analyse de sensibilité
via des indices qu'on appelle donc indices de Sobol. Et enfin, des travaux récents semblent également prometteurs pour aller développer de nouvelles méthodes d'optimisation. Elles concernent donc le lagrangien augmenté ou l'optimisation sur les variétés. Et si ça vous parle, je suis sûre que Vincent se fera un plaisir d'en discuter avec vous. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour toutes ces présentations. Alors, on va passer aux questions. Donc, Yves. Yves. L'article de Corby est 93. En 13, oui. Mais il y a un autre article avant, qui s'appelle Une théorie simplifiée des sondages par Jean-Claude Dedoux, 1989, où il y avait déjà le même contenu que dans l'article de Corby. Alors, ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé, là, mais il a été publié ou pas? Ou c'était un truc... Alors, il est dans les mélanges en l'honneur de Jacques de Savy. Ok, ben écoute, je regarderai. Publié par Lardy et Tello, éditeur. Ouais. Et si tu veux, j'ai une copie que je peux t'envoyer. Ah, volontiers, ouais. Ok. Et puis après, c'est une question, oui, en fait, avec les plans déterminantaux, il faut énumérer tous les échantillons pour faire le tirage. La probabilité de chaque échantillon, il y a... En fait, ce qu'on cherche, c'est la probabilité de. Ce qu'on cherche, c'est de trouver de trouver la forme de la matrice idéale, donc qui minimise un critère, et du coup, ça définit un certain nombre de probabilités d'inclusion double. Et après, il y a des méthodes de tirage d'échantillons spécifiques à ces plans de sondage. Est-ce que la méthode implique qu'on calcule la probabilité de tirage de chaque échantillon qu'on va voir? Je ne pense pas. Oui. Mais je ne pense pas. Non. Il y a effectivement, c'est concret comment on fait pour tirer un échantillon. Il y a des algorithmes qui existent en gros, qui font que séquentiellement ton échantillon à partir des propositions pas besoin. Parce que là, c'était sur des petites tailles. On arrive à tirer sur quelle taille de population? On va dire en milliers. Oui, en milliers. Pas en dizaines de milliers. En milliers. Oui, là, le côté N 10 et 4, c'était parce qu'on voulait faire du recuit simulé et voilà. Et donc, on anticipait la malédiction de la dimension. Et donc, on voulait d'abord voir si ça marchait à peu près, quoi. Alors bonjour, donc le micro marche, je crois. Donc normalement on entend la question. Justement à propos des plans déterminantaux, en fait ils sont quand même très coûteux en pratique à simuler, puisque enfin si on voulait essayer de les simuler exactement, quand n est très grand, c'est de l'ordre de la complexité de n cube, enfin quelque chose comme ça. Mais quel est l'intérêt vraiment d'utiliser des plans déterminantaux, alors que j'ai l'impression que si vous voulez optimiser le biais et la variance de vos estimateurs, vous voulez uniquement contrôler les probabilités doubles d'inclusion. Alors que les plans déterminantaux, justement, ils vous donnent cette propriété que les corrélations sont négatives, mais ils vous donnent une propriété beaucoup plus forte que vous n'avez pas l'air d'utiliser, en fait. Donc, pourquoi utiliser ces plans-là et pas des plans moins coûteux?
Je ne sais pas quelle propriété on n'utilise pas. C'est on l'utilise implicitement, quoi. De toute façon, c'est uniquement les corrélations négatives. En fait, c'est-à-dire les interactions entre deux. Ouais. Moi, je crois qu'il faut vous parler dans le micro. Si ah oui, pardon. Oui. Bon, non, la question de fond, c'est plus, à la limite, c'est à quoi ça sert. Ouais, après, voilà, c'est ça. Donc, alors j'ai présenté les plans à Bruxelles en disant le point d'introduction, effectivement, c'était d'abord une question qui, moi, après quelques années, je ne vais pas dire des décennies, d'enseignement des sondages, je trouvais qu'il y avait un point qui était frustrant, c'était qu'on ne connaissait jamais les probabilités d'inclusion double. Et elles n'étaient pas paramétrables et on les subissait. Et donc, voilà, c'était le point d'entrée, c'était se dire, quand même, sachant que c'est un point central dans les plans de sondage, de connaître les probabilités d'inclusion double, ce serait bien de trouver une méthode qui permette de paramétriser, en gros, ces probabilités d'inclusion double. Donc, le point de départ, c'était ça. Et après, effectivement, donc, avec mon premier co-auteur, Xavier Marie, il m'a dit, ton problème de discret, ça correspond au processus ponctuel des plans déterminants. Non, même pas des processus déterminantaux dans lesquels on connaît l'ensemble des probabilités, quel que soit l'ordre. Donc, le point de départ, c'était ça, quoi. Et ensuite, effectivement, par rapport à cette question, on s'est rendu compte que finalement, alors la matrice PEPI, il y avait un certain nombre de très bonnes propriétés ou un certain nombre de littérature sur les processus déterminantaux en continu qui finalement s'appliquaient directement pour les plans de sondage, quoi, qui sont des... Et donc, c'est l'idée première, c'est ça. Et donc, après, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des propriétés statistiques intéressantes en termes d'estimation de la variance. Et pour l'instant, voilà, on en est à une phase on a quand même pas mal avancé par rapport au début, justement, d'un point de vue application, qui sont que les algorithmes de tirage, maintenant, alors, sont dans un temps raisonnable pour plusieurs milliers. Et on a quand même des éléments d'information qui montrent que, d'un point de vue que ce soit équilibrage sur des variables classiques ou géographiques, il y a des bonnes propriétés statistiques. Donc, pour l'instant, voilà, on est un peu, je dirais, au milieu du gué, quoi. Donc, on ne va pas en mettre deux mains dans la soupe. Je peux me permettre l'expression. Voilà. Bon, merci. Je crois qu'on va être obligé d'arrêter là les discussions puisque les sessions s'enchaînent. La suivante a lieu à 17h25. Donc, merci à tous, encore une fois, pour tous les intervenants.